Bonjour à tous et bienvenue sur le www.bigradio.fr. Bienvenue, merci de nous rejoindre. C'est parti pour le grand journal, toujours en Provence-Alpes-Côte d'Azur cette semaine. Et bien la une de ce samedi 21 avril 2012, J-1 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Eh bien, nous reviendrons sur les 5 moments qui ont tout simplement marqué cette campagne présidentielle en France. Nous parlerons également des marchés économiques, puisque ces derniers s'apprêtent-ils peut-être à entrer en guerre contre la France. Nous tenterons de répondre à cette question. Pourquoi la Chiraki rallie François Hollande Eh bien, on tentera également encore une fois de répondre à cette question. Organiser des élections coûte 1 euro par électeur. Les nationalistes ont beaucoup à apprendre d'Al-Qaïda, c'est ce qu'estime Anders Behring Breivik cette semaine. Et puis, bien ce dernier, Breivik demande également la mort ou l'acquittement, les deux seuls verdicts justes. Donc, on reviendra sur ces décisions qu'il a prises lui-même. On reviendra également sur la liste des 22 films en compétition qui a été dévoilée à Cannes cette semaine. Et puis on vous donnera 3 raisons de suivre ce festival en mai. Et puis enfin McDonald's qui lance la commande en ligne sur votre portable. Un gadget pas encore au point, nous l'avons testé. On vous dira tout dans quelques minutes. Et puis bien sûr les dernières brèves avec notamment des nouvelles du meurtre de l'Essonne et l'enquête qui a avancé cette semaine. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand journal de Big Radio. Et dans quelques instants, juste après la jingle, on va parler des 5 moments qui ont marqué la campagne présidentielle. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti. L'investiture de François Hollande, le meeting de Villepinte de Nicolas Sarkozy, l'affaire Mohamed Merah, Big Radio vous propose de rembobiner la campagne présidentielle en 5 sujets. Alors premier sujet, c'est tout simplement la victoire de François Hollande à la primaire PS. Et oui, le 16 octobre, après plusieurs mois de campagne pour l'investiture socialiste à la présidentielle, le député de Corrèze et ex-premier secrétaire François Hollande sort vainqueur de cette primaire PS face à la patronne du parti, Martine Aubry, avec 57% des voix contre 43%. Il a bénéficié entre les 2 tours du soutien des 4 autres prétendants éliminés dès le premier. L'ancienne candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal, le député de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg, le député maire d'Évry Manuel Valls et le président du parti radical de gauche Jean-Michel Baillet. S'il était favori depuis plusieurs mois, François Hollande faisait en revanche plutôt figure d'outsider avant l'empêchement du directeur du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn, favori des sondages jusqu'à son arrestation le 14 mai dernier à New York pour une agression sexuelle. Mais ce séisme politique pour le PS et pour la présidentielle a rebattu les cartes. François Hollande est officiellement investi candidat du Parti socialiste le 22 octobre à la Halle Freycinet à Paris. Le futur duel Nicolas Sarkozy-François Hollande s'installe alors dans l'opinion comme celui du second tour de la présidentielle. Alors, autre sujet de cette présidentielle qui a marqué les esprits, et bien on reste à gauche là, c'est le meeting du Bourget de François Hollande. Et oui, pour le lancement officiel de sa campagne, ce dernier réunit plus de 10 000 personnes au Bourget le 22 janvier. Il s'agit de son premier grand meeting, après une série de couacs au PS. Tous les ténors du parti sont présents, de Martine Aubry à Ségolène Royal, en passant par Lionel Jospin, ainsi que les personnalités de la société civile, le chanteur Benjamin Biolay, le metteur en scène Jean-Michel Ribes, les acteurs Gérard Darmon et Firmin Richard, le couturier Christian Lacroix ou encore le chanteur Yannick Noah qui est intervenu avant son discours. Alors après avoir surfé sur le rejet de Nicolas Sarkozy, dévoilé
Quelques propositions inattendues comme l'inscription de la loi 1905 sur la laïcité dans la Constitution ou encore même la mise à disposition des terrains de l'État pour les collectivités locales afin de construire des logements, interdiction des dépassements d'honoraires, etc. Mais il a également attaqué le monde de la finance. François Hollande a atteint donc son objectif, faire preuve d'une démonstration de force à l'adresse de ses principaux adversaires, même si sa cote dans les sondages n'en ressort pas pour autant dopée. Allez, troisième sujet de cette campagne présidentielle, c'est le meeting de Nicolas Sarkozy à Villepinte, où plus de 60 000 partisans du candidat président étaient présents le 11 mars dans le Val d'Oise pour ce premier grand rassemblement du président candidat. Il était destiné à relancer sa campagne après un déplacement chahuté à Bayonne et une mauvaise séquence dans les sondages. L'objectif était donc de réinsuffler l'esprit et l'élan de 2007, ainsi que donner une image d'une majorité rassemblante à travers la présence de Christine Boutin du Parti chrétien-démocrate, d'Hervé Morin du Nouveau Centre et le tandem avec Laurent Hénart, Hervé Rossignol du Parti radical, le PR. Alors des invités qui ne parviennent toutefois pas à faire oublier le grand absent de ce meeting, le président du PR et ancien ministre de l'Environnement, Jean-Louis Borloo. Son discours tourné vers le peuple de France, Nicolas Sarkozy a voulu se montrer authentique, assurant avoir compris que le président était comptable des joies et des peines des Français. Il crée par ailleurs la surprise en proposant de renégocier les accords de Schengen et en plaidant pour une plus grande maîtrise des flux migratoires. Un discours offensif qui se termine par un vibrant appel aux Français, devenu depuis un leitmotiv à la fin de chacune de ses interventions publiques. « Aidez-moi », leur a-t-il lancé avant de leur confier « J'ai besoin de vous ». Dès le lendemain, Nicolas Sarkozy enregistre pour la première fois une hausse des sondages, talonnant François Hollande au premier tour et va jusqu'à le dépasser 2 jours plus tard dans un autre sondage. En dépit de cette nouvelle dynamique, il n'a toutefois réussi jusque-là à renverser le rapport de force dans les intentions de vote que pour non pas pour le second tour, mais que pour le premier tour. Allez, autre sujet, c'était le défilé populaire de Jean-Luc Mélenchon à Paris. Et oui, souvenez-vous, le 18 mars, où le candidat du Front de gauche a inauguré Paris, le premier de ces 3 rassemblements en plein air. L'ancien socialiste a choisi le jour anniversaire du début de la Commune dans la capitale pour prendre la Bastille et plaider pour l'instauration d'une 6e République. Un succès pour Jean-Luc Mélenchon qui, au lieu des 30 000 personnes attendues, en aurait réuni plus de 100 000 d'après les organisateurs. Il a voulu faire de ce meeting une démonstration de force après avoir doublé son score depuis le printemps jusqu'à atteindre 11% dans les intentions de vote pour le premier tour. Paris réussit donc plus qu'il n'a cessé ensuite de grimper dans les sondages, allant même parfois jusqu'à prendre la place de la 3e homme à la frontiste Marine Le Pen. Le candidat peut d'autant plus se réjouir du succès de ces manifestations que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont ensuite repris le principe la semaine dernière, dimanche dernier à Vincennes et place de la Concorde à Paris. Et puis là, le dernier sujet qui a marqué également ses esprits dans cette campagne présidentielle était tout simplement l'affaire de Mohamed Merah. Et oui, les tueries de Toulouse et de Montauban qui ont coûté la vie à 7 personnes au milieu du mois de mars et qui se sont soldées par la mort d'un tueur ont entraîné les principaux candidats à suspendre leur campagne pendant 3 jours. Pendant, tout simplement, 3 jours à l'issue de cette période d'unité nationale, plusieurs prétendants à l'Élysée se sont rendus aux obsèques militaires de 3 parachutistes tués
présidée par le chef de l'État. La campagne a toutefois repris ses droits. Seul changement, l'irruption du thème de la sécurité, jusque-là absent dans les débats. Dans ce contexte, l'UMP et le PS se sont de nouveau affrontés sur ce terrain après les mesures annoncées par le président candidat pour lutter contre le terrorisme. Ce dernier, Nicolas Sarkozy, représidentialisé par ces événements tragiques, n'a toutefois pas voulu évoluer sa courbe n'a toutefois pas vu évoluer sa courbe dans les intentions de vote, même s'il est parvenu dans la foulée à se maintenir en tête des intentions du vote pour le premier tour. Voilà donc pour ces 5 moments, ces 5 sujets qui ont marqué cette campagne présidentielle. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voter demain dimanche. Question dans le grand journal de Big Radio le samedi soir et le dimanche soir entre 19h et 20h. Les marchés s'apprêtent-ils à entrer en guerre contre la France ? Eh bien non, les marchés n'ont pas fondu en rang serré sur la dette française lors du lancement lundi du FOAT, ce produit financier dénoncé par certains comme une arme de spéculation massive. Mais si le démarrage du contrat a fait pchit, selon la Tribune, la menace spéculative plane toujours. Et le sujet est sensible, puisqu'à un jour tout simplement du premier tour de la présidentielle, Nicolas Sarkozy a estimé que le programme de François Hollande allait provoquer une crise de confiance massive. François Fillon a prédit de nouvelles attaques spéculatives à la minute où le socialiste serait élu. Apparemment, certains bruits vont dans le même sens, confirme Nicolas Bouzou, directeur du cabinet de conseil Aster. Il y a une rumeur selon laquelle, suite à l'élection de François Hollande, beaucoup d'investisseurs essaieraient de se débarrasser de la dette française. Alors, les marchés financiers se tiennent-ils prêts à attaquer après la présidentielle ? Doit-on craindre un raid organisé contre la France ? Eh bien, nous avons mené l'enquête. Alors, qui pourrait s'en prendre à la dette ? Eh bien, selon les chiffres de la Banque de France publiés dans le bulletin de l'Agence France Trésor de mars, la dette, qui s'élève à plus de 1700 milliards d'euros, est détenue à 65% par des investisseurs non résidents. Le Monde rappelle que cette proportion n'était que de 32% en 1993. Ces créanciers se répartissent entre fonds de pension, grandes banques, compagnies d'assurance et fonds souverains de pays émergents. Ils sont plutôt sûrs et n'ont pas forcément envie de jouer sur la dette. Mais si les taux d'intérêt dérapaient, ils seraient obligés d'ajuster leur portefeuille, souligne Philippe Watcher, directeur des études économiques chez Natixis Asset Management. Alors les hedge funds, quant à eux, sont réputés plus agressifs. Ces fonds spéculatifs ont été accusés de se faire beaucoup d'argent en provoquant la panique sur la dette grecque, relève le journal Le Figaro, mais ils ne peuvent dynamiter un marché à eux seuls. Peut-on également imaginer une action organisée ? Et oui, l'impression que les investisseurs vont tous dans le même sens vient du fait qu'il y a un effet d'entraînement. Selon toujours Philippe Watcher, personne n'a intérêt à prendre une position tout seul. Un adage en économie dit ainsi que mieux vaut avoir tort avec le marché que raison tout seul. Mais affirme l'expert, le fait de dire qu'il pourrait y avoir une collation du marché tient sur du fantasme. Comment peut se concrétiser une attaque ? Eh bien, grosso modo, une attaque contre la France peut prendre deux formes. Premièrement, les investisseurs se débarrasseraient massivement des obligations de l'État français. Leur prix, logiquement, baisserait, ce qui les rendrait donc moins attractives. Les investisseurs exigeraient donc des primes de risque plus élevées et l'État devrait proposer des taux d'intérêt de plus en plus hauts pour financer ses déficits.
Deuxièmement, les investisseurs achèteraient en quantité des crédits appelés des Credit Default Swaps, les CDS, des assurances contre le défaut de paiement d'un État. Le raisonnement est simple, si beaucoup de personnes se couvrent contre le risque, c'est qu'elles ont des raisons de se méfier de la signature de la France. Les taux d'intérêt exigés de l'État s'accroissent encore. Allez, on parle une autre question également. Pourquoi un nouveau contrat sur la dette maintenant? Eh bien tout simplement parce que ces derniers jours, les craintes se sont concentrées autour du FOAT, un contrat à terme sur les obligations d'État à 10 ans, dénoncé comme un nouveau joujou mis à la disposition des spéculateurs. Et enfin, dernière question, que va-t-il vraiment se passer? Eh bien plusieurs économistes contactés par Big Radio évoquent une possible hausse des taux d'intérêt des obligations d'État dans les semaines qui viennent, à l'instar de Marc Touati, économiste et auteur de Quand la zone euro explosera aux éditions du Moment. Il est très probable que les taux d'intérêt pour les obligations françaises augmentent après les élections parce que la France n'est plus crédible sur le front de la réduction de ses déficits, et d'ajouter, si on était sérieux, la spéculation ne marcherait malheureusement pas. Le lien entre élection présidentielle et spéculation est au contraire fantasmagorique, selon Philippe Watcher de Natixis, pour qu'il y aura seulement un peu de volatilité. Les investisseurs internationaux nous interrogent beaucoup sur la situation de la France, les résultats attendus du deuxième tour également. S'ils avaient eu des inquiétudes spectaculaires, ils seraient déjà intervenus sur le marché de la dette. Ancien ministre, conseiller membre de la famille, à l'approche du scrutin présidentiel, de nombreux proches de Jacques Chirac ont annoncé leur soutien à François Hollande et dès le premier tour. Parmi eux, les ministres, les ex-ministres, j'ai envie de dire, Brigitte Girardin, Corinne Lepage, Jean-Jacques Aillagon, ou encore Azouz Begag, l'ancien conseiller élyséen Hugues Rançon, l'ex-conseiller presse Laurent Glépin, l'historien Jean-Luc Barré, co-auteur des mémoires de l'ancien président, l'ancien judoka Thierry Rey, ainsi que, selon le Parisien, Claude Chirac, la fille de l'ancien chef de l'État, et son mari, Frédéric Salabarou, secrétaire général de l'Élysée de 2005 à 2007, et, selon Jean-Luc Barré, Jacques Chirac a lui-même assuré qu'il voterait François Hollande. Big Radio vous explique pourquoi, à un jour du premier tour, ce dimanche, la Chiraki rallie le favori des sondages. Premièrement, c'est l'antisarkozysme de fond. C'est une raison invoquée par la plupart des intéressés. S'ils vont voter François Hollande, c'est d'abord pour mettre un terme à une politique qui a divisé et affaibli le pays. Selon les mots de Brigitte Girardin, la France a besoin de profonds changements, justifie par exemple Jean-Jacques Aillagon dans Libération, déplorant que la politique de Nicolas Sarkozy est souvent flottée entre des prises de position contradictoires et des doctrines variables selon les circonstances. Je ne me reconnais plus dans les valeurs de l'UMP, dans cette droitisation que rien n'arrête, explique encore l'ancienne ministre de l'Outre-mer dans le Figaro. Plume de l'ancien président, Jean-Luc Barré résume dans le Parisien: Chirac est un humaniste marqué à la fois par la fibre radicale socialiste corrézienne et la dimension sociale du gaullisme, synthèse qu'il reconnaît aujourd'hui chez le candidat de gauche. Deuxième raison, c'est l'antisarkozysme de forme. Et oui, la deuxième bonne raison pour ces chiraciens de voter Hollande est de rompre avec le style de Nicolas Sarkozy, à qui l'on n'a jamais pardonné dans ce cercle, sa pique à l'égard des rois feignants
début 2009, pique dont tout le monde savait qui elle visait, bien sûr Jacques Chirac. Alors son bilan est mauvais, certes, il y a la crise, mais il y a aussi une équipe, les Morano, les Hortefeux, avec des comportements tout simplement lamentables. C'est injouable de repartir 5 ans avec les mêmes. Ils abaissent et dévalorisent la politique, développe Thierry Rey dans Le Parisien. Ce dernier voit à contrario une proximité entre les styles Hollande et Chirac, notamment dans l'écoute de ce qui se passe au-delà des petits cercles parisiens. Un argument également évoqué par Jean-Luc Barré: je n'ai pas aimé le spectacle des 5 dernières années. Un président n'est pas seulement là pour faire le job, il incarne d'abord la France. Nicolas Sarkozy a surtout incarné son parti et vulgarisé la fonction. A l'inverse, Jacques Chirac et François Hollande représentent à ses yeux 2 hommes de dialogue et d'écoute. Je ne sais pas si Hollande sera capable de rassembler les Français au-delà de la gauche, mais au moins il ne tient pas un discours qui les divise, abonde Brigitte Girardin. Pour Thierry Rey, enfin, il y a aussi une forme de bonhomie et d'humour qui les reproche avec Chirac et Hollande. On n'est pas dans le rapport de force permanent comme on peut l'être avec les autres. Et enfin, troisième et dernière proposition, en tout cas, c'est le vote utile. Pourquoi choisir François Hollande dès le premier tour et non pas François Bayrou, dont la question et dont la position politique est la plus proche de celle menée par Jacques Chirac? Tout simplement pour que l'alternance soit possible, elle doit être portée par un candidat susceptible de gagner et capable ensuite de s'attacher le soutien d'une majorité stable à l'Assemblée nationale. Ce candidat ne sera vraisemblablement pas la polarisation de l'opinion, se portant désormais sur les 2 candidats les plus visibles. Un éventuel 3e homme, on peut le regretter, mais c'est bien cette situation qui s'imposera, répond Jacques Aliagon dans Libération. Dans le quotidien Le Figaro, encore une fois, Brigitte Girardin ne dit pas autre chose. Je veux aujourd'hui que cette politique cesse, que l'on arrête et que l'on mette un terme à ce quinquennat qui est le plus en mesure de le faire. Tout simplement François Hollande, selon Brigitte Girardin. Je voterai donc utile, c'est-à-dire pour Hollande dès le premier tour. Même argument pour l'ancien ministre Azouz Begag, un temps passé par le modem de François Bayrou, qui indique sur Twitter: je voterai utile Hollande dimanche, le seul capable de battre Sarkozy le 6 mai prochain. Reste à savoir si tous ces soutiens venus de la droite joueront en faveur du candidat socialiste. Son conseiller spécial, Jean-Marc Ayrault, veut y voir un signal positif. Cela signifie que beaucoup de personnes qui ne sont pas socialistes reconnaissent des qualités d'homme d'État à François Hollande. Pas franchement du goût, en revanche, d'Éric Coquerel, conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon, sur son compte Twitter. Il a notamment déclaré il lance: vu le nombre de gens de droite qui rallient François Hollande, on sait au moins qui représentera clairement la gauche en cas de 2e tour, Hollande-Mélenchon. Voilà donc pour cette question posée: pourquoi la Chiraki rallie François Hollande? Et en tout cas, on espère qu'on vous a bien éclairé. Et puis tiens, dans une trentaine de secondes à peu près, on parlera des élections. L'organisation de ces élections coûte 1 euro. On vous explique ça dans 2 secondes. À tout de suite. L'heure est au dernier préparatif pour les villes de France, les mairies de France, avant l'élection présidentielle. Pour ces dernières, la facture de l'organisation de ces week-ends exceptionnels sera plus ou moins salée. D'après l'Association des maires de France, il vaut un budget d'environ 15 000 € par jour de vote pour une ville moyenne de 20 000 habitants.
Cela représente près d'1 € par électeur inscrit, explique Philippe Laurent, vice-président de l'association et maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. D'après ce dernier, l'essentiel de ce budget est absorbé par le coût du personnel exceptionnellement mobilisé pour les week-ends des élections présidentielles et législatives. Le samedi, veille du jour du vote, les employés aménagent les bureaux de vote qui se situent souvent dans les bureaux publics, dans les locaux publics ou des salles de classe. Le nombre de bureaux dépend du nombre d'électeurs inscrits, sachant qu'il ne faut pas plus de 1000 électeurs pour un bureau. Dans une ville comme Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, ce sont donc 14 bureaux qui sont aménagés, explique le maire de cette ville. Ensuite, les dimanches de vote, il faut en permanence 2 personnes. Cela fait 2 équipes de 2 personnes pour une journée de 12 heures, auxquelles il faut ajouter du personnel de support pour veiller à ce que tout se passe bien. À Sceaux, ce sont 100 employés municipaux qui seront de service chaque jour de vote. Pour ces derniers, les journées sont longues et durent au-delà du dépouillement, mais elles leur permettent de toucher une rémunération spécifique. C'est à celui qui coûte le plus cher pour la mairie. Il y a bien des bénévoles dans les bureaux, mais leur rôle est seulement de surveiller, enregistrer les votants et bien sûr les faire signer. Il faut des employés municipaux sur place, par exemple pour faire des attestations à ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur, explique Philippe Laurent, le maire de la ville des Hauts-de-Seine. Alors ce ne sont pas les achats d'urnes ou d'isoloirs abîmés qui rendent la facture salée. Ceux-ci sont achetés auprès d'entreprises privées comme Forme XL, le fournisseur numéro 1 des communes françaises. Chez cette entreprise meusienne, il faut compter 14 à 327 € pour une urne électorale classique et 213 à 425 € pour des illusoires de 1 à 3 places. Ces dépenses inscrites dans le budget des investissements de la ville sont négligeables et elles sont amorties d'une élection à l'autre, assure Philippe Laurent. Que fait donc l'État pour soulager les mairies ? Eh bien, ce dernier participe à tous les frais à hauteur de 2500 € selon l'AMF. Les préfectures établissent des frais d'assemblée qui sont composés d'un montant fixe par bureau de vote et d'un montant en fonction du nombre d'électeurs, explique-t-on au ministère de l'Intérieur. La mise sous pli et l'envoi de la propagande électorale, affiches, tracts, professions de foi et bulletins de vote aux électeurs, est aussi à la charge des préfectures qui mobilisent à leur tour du personnel ou font appel à des prestataires extérieurs. L'État prend aussi à sa charge l'impression et l'envoi des bulletins de vote aux mairies pour les présidentielles. Selon le manteau envoyé aux candidats par les ministères de l'Intérieur et Affaires étrangères pour les législatives, les candidats impriment leurs bulletins et peuvent se faire rembourser des frais s'ils obtiennent moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour. Enfin, les règles sont strictes. Le papier utilisé doit contenir au moins 50% des fibres recyclées ou bénéficier d'une certification internationale de gestion durable des forêts. D'après le Sénat, le coût prévisionnel total de l'élection présidentielle pour l'État est ainsi évalué à 217,3 millions d'euros. Celui des législatives est estimé à 122,3 millions d'euros cette année. Allez, on va revenir à présent sur le procès d'Anders Behring Breivik qui s'est tenu toute cette semaine en Norvège. Et premièrement, eh bien oui, je le referai.
C'est ce qu'a déclaré ce dernier, jugé pour le meurtre, souvenez-vous, de 77 personnes l'été dernier en Norvège. Lors de la première journée de son procès, mardi, l'extrémiste a évoqué des actions préventives pour défendre les Norvégiens de souche. Anders Breivik, qui reconnaît les faits, a demandé la relaxe et plaide non coupable, arguant de la légitime défense pour protéger la Norvège contre le multiculturalisme. Le 22 juillet dernier, il a fait exploser une bombe dans le centre d'Oslo, provoquant la mort de 8 personnes avant d'abattre froidement 69 autres personnes, majoritairement des jeunes rassemblés sur l'île d'Utøya. Alors, autre grande journée de son procès, c'était Breivik qui a demandé la mort ou l'acquittement. Et oui, la veille, il avait confié son admiration pour les martyrs d'Al-Qaïda et prenait la légitime défense pour justifier les attaques d'Oslo et d'Utøya qui avaient fait 77 morts, je vous le rappelle. Anders Behring Breivik, 33 ans, a donc logiquement annoncé à la cour d'Oslo mercredi que la peine de mort ou l'acquittement étaient les deux seules issues justes à son procès, mais la peine de mort a été abolie en Norvège en 1979. Interrogé sur ses éventuels contacts avec d'autres extrémistes nationalistes, l'accusé a assuré que 2 autres cellules pouvaient frapper à tout moment. En revanche, contrairement à la veille le mardi, Anders Behring Breivik s'est révélé beaucoup moins loquace. Je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus, a-t-il prévenu. Pourtant, c'est grâce à eux qu'il prétend avoir fondé les Chevaliers Templiers, une organisation mystique nationaliste. Le problème pour les militants nationalistes depuis la Seconde Guerre mondiale est l'absence de modèle à suivre, a estimé Breivik, se présentant comme un fantassin prêt à mourir pour servir sa cause. Dans son manifeste de 1500 pages, diffusé le 22 juillet dernier, jour des attaques qui ont fait 77 morts en Norvège, l'extrémiste affirme être membre d'un réseau de militants qu'il aurait créé avec 3 autres personnes à Londres en 2002, mais jamais la police norvégienne n'est parvenue à prouver son existence. Devant le tribunal d'Oslo, il s'est également borné à expliquer qu'il était entré incidemment en contact sur Internet avec des personnes à l'étranger en 2001, un contact qui aurait été déclencheur pour la création des Chevaliers Templiers. Il a aussi confirmé s'être rendu au Liberia afin de rencontrer un militant nationaliste serbe. Mais là encore, il a refusé de fournir le nom de cet individu et les raisons de cette rencontre. Il a seulement évoqué un processus de sélection. Enfin, le mardi, le terroriste avait été plus loquace sur son éducation et ses activités professionnelles. J'ai compris que vous allez essayer de me délégitimer, a-t-il confié à la procureure, suspectant comme la police de vouloir mettre en cause la réalité de son voyage au Liberia. Le 22 juillet dernier, Breivik a fait et donc explosé une bombe dans le centre d'Oslo, je vous le rappelle, et ça a fait participer à beaucoup de Norvégiens, un rassemblement organisé par le Parti social-démocrate norvégien. Puis avant de refermer cette page sur Anders Behring Breivik, dans le 5e jour de son procès, Anders Behring Breivik a déclaré « J'ai levé mon arme et je lui ai tiré dans la tête ». Il s'agit probablement donc de la journée la plus difficile du procès. L'avocat d'Anders Behring Breivik avait prévenu l'examen en détail vendredi 20 avril de la fusillade d'environ 75 minutes au cours de laquelle le tueur norvégien a abattu 69 personnes le 22 juillet 2011, s'annonçait éprouvante pour les familles des victimes. L'accusé, appelé à décrire son état d'esprit et au moment des faits, a en effet enchaîné les déclarations de choc au 5e jour donc, de son procès. C'était hier, vendredi.
Voilà pour l'affaire Anders Behring Breivik, l'affaire Breivik en Norvège. Et tout de suite, on va vous parler de Cannes, le festival de Cannes. On parlera un petit peu des choses plus gaies, puisqu'on vous nommera les 22 films en compétition pour la Palme d'Or 2012. Et puis je vous donnerai trois raisons de suivre ce festival de Cannes. A tout de suite. Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes, a levé le voile sur la sélection des films en compétition pour la 65e édition qui se tiendra du 16 au 27 mai. 22 films ont été retenus par les organisateurs, dont les dernières réalisations de Jacques Audiard, Ken Loach et Wes Anderson, qui assurera l'ouverture du festival avec Moonrise Kingdom. Alors justement, avant de vous donner 3 bonnes raisons de suivre ce festival, nous allons vous donner la liste des films en compétition. Le premier film sur les 25, c'est Vous n'avez encore rien vu d'Alain Resnais, de Rouillés et d'os de Jacques Audiard, Moonrise Kingdom de Wes Anderson, Holy Motors de Léos Carax, Cosmopolis de David Cronenberg, The Paper Boy de Lee Daniels, Killing Them Softly de Andrew Dominic, Wheatley de Matteo Garonne, Amour de Michael Haneke, Lawless de John Hillcoat, In Other Country de Sang-Soo Hong, Taste of Money de Sang-Soo Im, Like Someone in Love de Abbas Kiarostami, The Angel's Share de Ken Loach, Beyond the Isle de Christian Mungu, Bad El Mauka, après la bataille de Yusri Nasrallah Mood de Jeff Nichols, Post Tombras Lux de Carlos Regadas, On the Road de Walter Salles, Paradise de Liebs de Rick Shade, enfin Jack Dunn de Thomas Winterberg et I'm Nebel de Sergei Lozinsta. Alors après ces 25 films en compétition que je viens de vous dire, on va se poser 3 bonnes raisons de suivre ce festival de Cannes. Alors à quoi peut bien servir le festival de Cannes? Loin de l'agitation pré-estivale, de la croisette, le cinéphile ou le simple amateur qui prépare ses vacances et voit arriver avec appréhension un été rempli de blockbusters indigestes peut légitimement se poser la question, à l'occasion de la publication de sélections officielles, petit état de lieu. Alors avec un peu de mauvais esprit, on peut facilement se lancer dans une course à la petite pique avec cette fierté nationale. D'abord, on pourra moquer, si l'on est un peu renseigné, de l'élitisme, voire le snobisme du festival avec ses films ouzbeks ou thaïlandais dont personne n'a jamais entendu parler. D'ailleurs, le grand public n'a vu aucun des films proposés pour le moment au festival, sauf ceux qui sortent simultanément en salle. Dur donc de se passionner pour une compétition que l'on doit arbitrer à l'aveugle et à distance. On peut aussi moquer le marathon totalement surhumain des critiques et des membres de certains jurys qui voient 3 à 5 films par jour, qui partent en cours de séance, qui se battent pour certaines projections et qui en désertent d'autres au bout d'une dizaine de jours. On sent donc bien que certains n'ont plus vraiment les yeux en face des trous. On a aussi le droit d'être profondément allergique aux coulis poisseux de glamour et de pognon déversés chaque année sur la plage par les 2 grands sponsors de l'événement qui sont L'Oréal et Canal+. Mais alors, au-delà de la vanne facile, est-ce que cette grande sauterie sponsorisée par les Alpes-Maritimes sert encore à quelque chose? Oui, 1000 fois oui. Les effets ne sont pas immédiats
Il est exact qu'au-delà du glamour, l'intérêt porté à la compétition est réservé à quelques passionnés qui guettent avec impatience les premiers échos du prochain film, de leur réalisateur fétiche ou des révélations tant attendues. Le principal intérêt du festival pour le spectateur lambda est indirect. Il lui permet de découvrir des œuvres qui n'auraient peut-être pas eu cette chance si elles ne s'étaient pas arrêtées sur la croisette. Il faut également se rappeler que c'est à Cannes qu'est né médiatiquement Quentin Tarantino, le festival lui ayant donné un écho formidable avec la Palme d'Or de Pulp Fiction en 1994. C'est aussi à Cannes qu'un jeune réalisateur un peu taré, si je puis dire, répondant du nom de Lars von Trier, a fait ses premières gammes pour devenir le très grand metteur en scène qu'il est aujourd'hui. C'est également en 1989 qu'un inconnu nommé Steven Soderbergh a ramené la surprise générale à la récompense suprême pour sexe, mensonge et vidéo, augurant d'une brillante carrière par la suite. Leur carrière aurait probablement décollé sans ce coup de pouce, mais on ne va pas se plaindre quand un festival accomplit une de ses fonctions, révéler des futurs grands au plus grand public et leur donner les moyens de retrouver la tête de projets ambitieux. Alors plus près de nous, l'année 2011 a été pour le festival une année assez prodigieuse, rassemblant la plupart des très grands films d'auteurs qui ont marqué l'année: The Tree of Life, Habemus Papam, We Need to Talk About Kevin, Le Havre, Melancholia, Drive, Il était une fois en Anatolie, etc. La liste est impressionnante, de l'action, de la contemplation, du rire, de la peur, des sujets variés, mais toujours une vraie ambition dans la mise en scène et l'exigence artistique que l'on a retrouvée en long, en large et en travers dans les tops de fin d'année. Enfin, en 2011, c'est de Cannes que partirent The Artist et Police, de gros phénomènes français de l'année qui ont raflé chacun un prix. On l'a peut-être oublié depuis la tempête des Oscars, mais la première récompense pour Jean Dujardin, c'était à Cannes. C'est à cela que sert le festival avant tout, une caisse de résonance pour des films ambitieux, pour leur aider à trouver leur chemin vers le succès. Car le deuxième grand mérite du festival, c'est de célébrer le grand cinéma en tant qu'art et pas seulement en tant que business. Malgré les pubs, le glamour et l'intense marché du film, les palmarès continuent à faire la part belle des œuvres d'art, sans se soucier spécialement du reste. C'est le grand avantage d'avoir un jury d'artistes qui ne votent que sur la qualité intrinsèque du long métrage. On peut alors s'engueuler quelques mois après ou tout de suite pour les journalistes sur tel ou tel oubli dans le palmarès. Enfin, dernier argument artistiquement indiscutable, sans le festival de Cannes, il n'y aurait pas eu la Cité de la Peur. Commander son menu Big Mac en un clic, c'est désormais possible. McDonald's a lancé en février un système de commande et de paiement sur Internet, sur gomcdo.fr, ainsi qu'une appli iPhone. Alors la question se pose, est-ce que ça permet vraiment de gagner du temps ? Eh bien, je vous propose d'avoir mon avis, puisque je l'ai testé, GoMcdo, et bien je suis plutôt sceptique quant aux résultats. Alors, que ne ferait-on pas de soulager une envie de burger sans faire la file d'attente ? Imaginez un instant, vous êtes tranquillement chez vous, vous pianotez sur votre ordinateur et passez votre commande online. Plus qu'une fiction, la commande en ligne est désormais bien réelle chez McDonald's.
En effet, le roi du fast-food vient de lancer une application iPhone qui permet de commander à distance les plats désirés dans 30 restaurants de France. Ceux qui ne possèdent pas le téléphone Apple pourront aller sur gomcdo.fr. C'est peut-être un moyen d'éviter la file, mais pour la livraison, il faut encore sortir pour aller chercher son repas. Terminer la caissière désagréable qui demande entre deux frites si on préfère prendre notre repas sur place ou à emporter. Terminer aussi les gamins qui courent autour de la caisse, le bruit, le stress, l'attente, l'odeur de graisse et de grillons. Désormais chez Ronald, c'est zen attitude, on a le temps et on commande en ligne. Alors ça change quoi la commande en ligne? Pour être franc, tout et rien en même temps. Alors je vais m'expliquer quand même, parce qu'il y a quelques mois, un des restaurants de Créteil m'a remis une carte avec la mention gomcdo.fr. Devant mon air perplexe, la caissière m'a expliqué que le site permettait de commander en ligne. En gros, après s'être inscrit sur le site, on pouvait commander les produits mais sans pouvoir payer. Ce qui était plutôt révolutionnaire. On devait revenir au restaurant, les régler avant de repartir avec les produits. Le paiement en ligne étant impossible, les bornes tactiles en restaurant n'étant encore qu'en grande phase de test, il fallait encore payer une fois sur place. En somme, le système ne servait pas à grand chose. Mais depuis l'arrivée de ces bornes de paiement tactile en restaurant, le site a évolué. Il intègre désormais la fonction paiement par carte bleue. Du coup, le site devient beaucoup plus intéressant, sauf qu'il fait doublon avec les bornes, car une fois l'enregistrement fait sur le site, votre commande effectuée et votre paiement validé en ligne, vous devez toujours vous rendre en restaurant pour retirer votre fameux ticket aux bornes tactiles, où il peut arriver de faire la queue. Quel intérêt pour le client s'il ne gagne pas plus de temps? Et c'est un moyen pour McDonald's de pousser à la consommation le client. À première vue, non. C'est là le vice, car d'après le Figaro, le client achète davantage lorsqu'il commande par téléphone, interposé ou sur Internet. Et GoMcdo serait pour la firme un bon moyen de repérer les habitudes alimentaires de ses clients. En pratique, aux heures de pointe, le client est toujours obligé de faire la queue pour récupérer son ticket une première fois et pour récupérer sa commande une seconde fois. Non, le système n'est donc pas encore au point. Sur le site qui permettait d'éditer son billet chez soi, si le site permettait d'éditer son billet chez soi, ce serait certes une avancée supplémentaire et un délai d'attente en moins, mais nous n'en sommes malheureusement pas encore à là, et la livraison à domicile n'est pas pour demain. Enfin, un peu de restaurants permettent aujourd'hui de commander par Internet. J'ai voulu tester sur Créteil et Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, mais pour le moment, aucun restaurant ne propose le service parmi les 4 restaurants du secteur. Tous sont pourtant équipés de bornes tactiles, mais on me renvoie vers le plus proche qui se trouve sur les Champs-Élysées. Alors, innovation réelle ou simple gadget? Pour ma part, je pense plus vers la seconde solution. Et puis, à mon avis, rien ne remplacera la caissière nous demandant sur place ou à emporter. Allez, c'est l'heure à présent des dernières brèves, l'essentiel de l'actualité de ces derniers 7 jours. Et avec à la une, premièrement, les meurtres dans l'Essonne et un des pistolets saisis a servi pour les 4 crimes. Nouvel élément donc dans l'enquête sur les meurtres de l'Essonne. D'après les expertises balistiques, le pistolet retrouvé chez le suspect est bien l'arme des 4 civils, a rapporté l'AFP mardi, selon une source proche de l'enquête. La veille, la procureure d'Evry avait indiqué que 2 armes de calibre 7,65 mm, le même que celui utilisé pour commettre les meurtres, avaient été retrouvées lors des perquisitions au domicile de l'homme de 33 ans, mis en examen pour 3 des 4 crimes commis dans le département. Voilà donc pour ce meurtre dans l'Essonne, on en sait donc un peu plus.
La présidentielle radio et télé bouche cousue jusqu'à 20h ce dimanche. Et oui, en pleine polémique sur l'heure de publication des premières estimations des résultats du premier tour de la présidentielle, la commission des sondages a fait une deuxième mise au point hier vendredi. Pour commencer, radio et chaînes de télévision se sont engagées à tenir secrètes jusqu'à 20h les estimations que leur fourniront leurs instituts partenaires, a-t-elle annoncé. A l'inverse, certains quotidiens ou sites d'information ont fait savoir qu'ils ne respecteraient pas cette loi. Peut-être pas d'ailleurs cette loi. Enfin, en bref, un avion de ligne avec 126 passagers s'est écrasé au Pakistan. Et oui, c'était un avion de ligne d'une compagnie privée pakistanaise qui s'est écrasé ce vendredi en début de soirée près de la capitale Islamabad, a annoncé la police, laissant craindre de nombreuses victimes. 126 passagers se trouvaient alors à bord, a indiqué un responsable gouvernemental. Et enfin, pour terminer ces dernières brèves, on parle de l'actualité aux États-Unis. Un fait divers, elle tue une mère et kidnappe son bébé. Et oui, c'est une infirmière du Texas qui a été accusée d'avoir abattu une femme et kidnappé son nouveau-né âgé de 3 jours. Voilà donc pour ces dernières brèves. Voilà, c'est la fin de ce grand journal du samedi 21 avril 2012. Demain, exceptionnellement, dimanche, il n'y aura pas d'émission pour cause de campagne présidentielle. En attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre page Facebook, facebook.com/bigradio.fr, ainsi que notre Twitter. Merci également à Victor qui a préparé l'ensemble de notre studio, qui est en déplacement ces derniers jours. Enfin, bonne semaine à vous tous et on se retrouve samedi prochain dès 19h sur Big Radio. D'ici là, portez-vous bien. Et puis tiens, je vais essayer de taper un ballon tout de suite. Allez, vous l'attendiez, c'est parti. Et t'as vu, Tom, on est dans les bonus du grand journal de Big Radio, quoi. C'est trop bien. Oui, mais toi tu gâches tout avec ta voix, là, tu sais pas parler. Regarde, apprends à parler avant. Moi, je sais pas parler. Mais non, mais je voulais pas le dire comme ça.